Disons qu'aujourd'hui, la hausse des prix, on l'a subie. Donc, maintenant qu'on connaît un petit peu la musique, même si on va certainement avoir 2 années avec moins de rentabilité. On peut rentrer directement en autoconsommation pour l'utilisateur, et là, c'est un vrai plus pour lui. C'est le marché qui dicte sa loi. Parce que si le prix il est 15% au-dessus du marché, il ne se vendra jamais. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Mur Porteur. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet très actuel sur le marché des locaux d'activité, puisque nous allons parler de l'évolution de ces parcs d'activité qui tendent vers un immobilier plus durable. Nous allons nous pencher sur les nouvelles réglementations et attentes des utilisateurs. Le marché évolue, se transforme, et pour en parler, nous recevons Christophe Guercy, président de CMC Promotion. Christophe, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'éventuellement on peut vous laisser vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Christophe Guercy, je dirige donc la société CMC Promotion. Au départ, j'étais plutôt dans la construction et de fil en aiguille, je me suis mis à faire mes opérations sur des terrains maîtrisés. Donc, je suis devenu promoteur, mais on a encore une forte connotation chantier. C'est vraiment notre ADN aussi d'être très présent dans l'exécution. Donc, les montages sont faits chez nous par la société CMC Promotion et les réalisations par la société CMC Construction. Voilà. Alors justement, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous actuellement, qui est déjà pour commencer le bas carbone. On entend un petit peu parler à toutes les sauces. Est-ce qu'aujourd'hui, ça change réellement quelque chose dans la manière de construire pour CMC? Qu'est-ce que ça change réellement? Est-ce qu'on est impacté? Si oui, de quelle manière? Que ça soit dans les locaux d'activité, voire les bureaux. Alors, le bas carbone, oui, ça commence à venir s'imposer, en tout cas au niveau de la réglementation. On a surtout été concerné par les immeubles de bureaux récemment, puisque c'est le premier secteur où le bas carbone est devenu obligatoire, alors que sur l'activité, il y a toujours un temps de retard un petit peu sur l'application des normes sur l'activité. Ce qui tombe bien parce que l'activité était traditionnellement faite avec des charpentes métalliques, avec du béton, qui sont des produits oui, qui font pas très bon ménage avec le bas carbone. Néanmoins, toutes ces filières-là, alors je pense notamment aux filières du métal, les charpentiers, les bardages, et bien évidemment, pour protéger un petit peu leur marché, ils se sont intéressés au sujet et proposent donc des aciers qui sont bas carbone, c'est-à-dire qui sont soit recyclés. En fait, ils essaient de mettre en évidence ce sujet-là. Sur le béton, il y a quelques bétons aussi qui sont bas carbone. Alors voilà, mais sur les parcs d'activité, pour le moment, ça s'est peu présenté. Mais oui, il faut s'attendre à ce que le sujet arrive sur la table. Et on sait déjà que nos partenaires et nos partenaires habituels, donc maçons et charpentiers et bétonneux, comme on dit, sont déjà en train de se plonger là-dedans pour trouver des solutions pour répondre à cette préconisation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, on entend beaucoup parler de bois, J'allais venir, ouais. mais bon, nous, c'est vrai qu'on a vraiment de l'expérience sur le métal et on tient pas trop à s'éloigner de notre savoir-faire qui est le charpente, couverture, bardage en métal avec nos partenaires qui sont très affûtés là-dessus. Et pour le moment, nous, on va essayer de poursuivre avec eux. Et en tout cas, pour les parcs d'activité, je crois que ça va rester un sujet. En tout cas, on va continuer à faire du métal et du béton. Ouais, vous êtes pas On prêt voit à mal la truquer charpente métallique disparaître à cause de cette Ouais. réglementation-là. Vous n'êtes pas prêt à truquer le métal par rapport à du bois, quoi. C'est pas encore d'actualité. On l'a bien compris. Surtout qu'en plus, effectivement, on avait aussi évoqué ensemble, il n'y a pas forcément trop de savoir-faire sur le bois concernant les On a constructions moins actuellement. d'expérience, donc voilà. Quand on a moins d'expérience, il faut redécouvrir à chaque fois le métier. C'est pour Bien ça que sûr. chaque fois qu'on a des choses nouvelles, on procède par petites étapes. On va jamais s'engager totalement de façon révolutionnaire sur un produit. Voilà, pour essayer de palper un petit peu les pièges ou en tout cas l'adaptation qu'il faut faire, quoi. Alors Donc, après, juste, on parlait des nouvelles lois. Donc il y a la RE 2020 qui a remplacé la RT 2012 à compter de 2022, qui est effectivement plus par rapport aux constructions de bureaux, comme vous l'aviez évoqué.
Maintenant, vous m'expliquez aussi que en termes d'isolation thermique, il y a un effort qui a été fait quand même sur les locaux d'activité qui sont de mieux en mieux isolés. Je pense qu'on peut aussi en parler. Euh, Parce que, bon, on parle aussi de neutralité carbone par rapport à 2050. On sait que ça va être compliqué d'arriver à une neutralité totale. Maintenant, voilà, il y a quand même des efforts qui sont faits. C'est compliqué de se dire qu'on va partir demain sur des constructions en bois. Maintenant, tout en gardant votre savoir-faire, arriver justement à évoluer dans le savoir-faire justement pour tendre à ce que le carbone soit de plus en plus bas. Alors c'est vrai que ça fait un moment que, enfin, moi personnellement, j'ai vu passer un peu toutes ces exigences d'isolation depuis la RT 2005, qui était la première. Il y a même eu une époque des bâtiments dont on appelait ça BBC. Et en fait, enfin, moi j'ai très vite compris que c'était pas, ça demandait pas un grand effort d'épaissir les isolants, parce que finalement la pose est la même. L'isolant, c'est pas un produit qui est très très cher, et le bâtiment gagnait beaucoup en isolation, évidemment. Si vous triplez l'isolant sur le toit et sur les murs, ben, votre bâtiment sera beaucoup plus facile à chauffer, le froid s'installera pas. Donc on y est venu de plus en plus, bien avant que les réglementations nous soient imposées. Et je trouve que c'est une très très bonne chose, parce que pour moi c'est vraiment une faculté à économiser de l'énergie entre guillemets pas cher, alors que il y a d'autres sujets qui sont beaucoup plus onéreux, bon, qui font économiser de l'énergie, en tout cas sur le papier souvent. Donc bon, ben sur les bureaux, par exemple les VMC double flux, on y vient de plus en plus. Et c'est vrai que c'est un produit qui coûte quand même très très cher, qui est pas facile à amortir même sur une longue période. Mais bon, on est obligé pour obtenir un résultat obligatoire de passer par là. Donc uniquement sur les isolants en termes Non, d'isolation non, thermique. l'isolant, parce que c'est effectivement l'augmentation, c'est la première action très efficace, Mhm. mais également sur les menuiseries, notamment sur les vitrages, avec l'occultation extérieure. Il y a ça, il y a la ventilation double flux, etc. Mais l'isolant, pour moi, ça a été la première grosse économie, entre guillemets, et qui permet d'économiser beaucoup en alourdissant pas trop le prix. Également aussi, assez important, et c'est vrai notamment sur les bureaux, le fait de jouer sur la régulation et les abaissements de température en période de non-occupation. Il y a beaucoup d'argent à gagner en Mhm. baissant un peu la température, pas trop la nuit ou le week-end. Bon, après, il faut que les chefs d'entreprise sachent la programmer et que ça reparte suffisamment tôt pour qu'il y ait un confort pour les salariés. Et ça a été également un axe, Mhm. voilà, qui, quand c'est simple, ça permet de gagner beaucoup d'énergie, parce que c'est quand même le but. Voilà. Bon, on a bien compris en tout cas que c'était un sujet en constante évolution et que c'est que le début et qu'il va falloir continuer à travailler, mettre des choses en place pour aller vers la protection de la planète. Voilà, c'est un peu l'air du temps, quoi. C'est Hein, ça, voilà. Je sais pas exactement. si on va pouvoir aller loin, 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 parce que quand on entend maintenant, Mm. faudrait pratiquement produire de l'énergie au lieu d'en dépenser. Donc bon, je On est pense qu'on est d'accord. encore pas là, mais Pas bon, oublier l'économie non plus, c'est voilà. sûr. Bon, autre sujet sinon qui est d'actualité et qui fait grincer pas mal dedans en ce moment, je pense pour nous commercialisateurs, mais aussi pour vous constructeurs, c'est le sujet de la pénurie des fonciers. Hein, on en parle de plus en plus. Aujourd'hui, ça devient très très compliqué d'aller trouver du foncier en première, voire en deuxième couronne lyonnaise. Le peu de fonciers qu'on a, bah forcément, sont très très chers. C'est un vrai sujet. On parle en ce moment pas mal, on voit d'ailleurs des parcs d'activités qui se construisent dans ce genre, d'activités en étage. Alors c'est vrai qu'on voit pas mal ça à Paris par exemple, vu le manque de foncier, donc construire plutôt de manière verticale plutôt qu'horizontale. Euh, Est-ce que c'est une vraie fausse bonne idée ou est-ce que c'est tout simplement une fausse bonne idée, Christophe? Alors, à Paris, c'est peut-être une bonne idée à Paris. Moi, dans la région lyonnaise, je crois pas du tout. Alors, il faut savoir que nous, notre cible, c'est surtout des petites cellules, donc des petites entreprises, des cellules 300, 400 mètres carrés, voire moins. Donc, des gens dont les gens de bureau doivent être très proches des gens de l'atelier. Et quand il commence à y avoir un Mhm. escalier à descendre, voilà, les gens ils aiment ouvrir une porte des bureaux et tomber sur l'atelier. Ça,
on s'en rend compte tout le temps, d'une part. Et puis d'autre part, je vois pas très bien quels sont les moyens efficaces pour arriver avec un camion qui doit décharger des choses pour les mettre en étage. C'est quoi la solution? Des monts de charge, des rampes, enfin. Ah, mais mettre en place Pour des moi, rampes d'accès. ça colle pas avec la petite activité, mais pas Hmm. du tout, hein. Oui, puis je Donc, pense qu'il y a aussi des contraintes techniques, comme vous l'expliquiez, puis aussi financières. Parce que mettre en place des monts de charge et des rampes d'accès pour accueillir des camions, c'est coûteux, c'est complexe. Donc, effectivement, derrière, peut-être que le prix de vente s'en ressentira. oui, alors c'est vrai qu'il y a ça aussi. Et puis, faut savoir que bon, on parle de l'activité, mais il y a souvent de l'activité, ça rime avec des zones de stockage. Et le stockage, c'est du poids au mètre carré. Et on sait très bien que sur un dallage, alors le dallage, c'est quand le béton est coulé à même le sol, donc avec une répartition du poids sur tout le sol. Là, on a un produit qui coûte pas très cher, alors que si on fait ce qu'on appelle une dalle, ça veut dire du béton mais qui porte de mur à mur. Là, il faut beaucoup plus armer le béton, il faut Hmm. coffrer, donc le coût d'une dalle, c'est déjà plus cher qu'un dallage. Et si en plus cette dalle doit accepter des charges importantes, plusieurs tonnes par exemple, ou 1 tonne ou 2 tonnes, alors là c'est avec le prix de l'acier, ça devient très très cher. Donc Hmm. ça renchérit également le coût, plus le monte charge, là vous l'avez dit. Hmm. Donc pour moi c'est pas encore adapté, on n'y est pas encore, hein. Il me semble qu'il y a eu un exemple sur le parc des Marronniers à Bourgoin, un sujet. Alors à Bourgoin, on avait acheté une friche industrielle parce que on parlait des terrains, mais peut-être que la solution elle est dans la récupération de friches qu'il faut rénover ou raser. Pour moi, le Mhm. vivier, il est là, bien qu'il y ait toujours des contraintes, le désamiantage, la dépollution. À Bourgoin, on avait récupéré un grand bâtiment, il y avait toute une zone de bureaux avec enfin de bureaux en étage en tout cas, de 1500, deux fois 3000 mètres carrés de plancher. Et la mairie avait essayé de nous pousser à conserver, et nous on avait refusé parce qu'on s'est dit c'est pas possible Mhm. de faire un local facile d'accès, facile dans ce contexte-là. Donc là Mhm. on avait forcé pour démolir cette zone-là, voilà, et refaire quelque chose de plein pied. Pour Et nous, peu- c'est vraiment important d'être de plein pied, voilà, pour les raisons intérieures et pour les problèmes de charge, pour les problèmes d'accès. Autre solution, on avait évoqué peut-être d'assouplir les normes sur le désamiantage Bah, c'est pour les sûr friches. qu'aujourd'hui, le désamiantage, ça peut peser très très lourd. Alors assouplir les normes, je pense peut-être qu'il y a quelque chose à faire Mhm. mais comme c'est un problème de santé publique entre guillemets, hein, parce qu'en fait c'est ni plus ni moins la protection des désamianteurs qui est en jeu. Bah, on sait toujours que c'est des sujets qui sont très très cruciaux et que personne ose trop Mhm. mettre sa patte là-dedans. Mais quand par exemple il s'agit d'enlever une plaque qui est en plein air sur un toit, bah, l'ouvrier qui va déposer la plaque, il n'y a quand même pas des chances énormes d'inhaler de l'amiante en petites particules. Donc voilà, mais là, il y a tout un contexte, il faut retraiter, Mhm. etc., qui alourdit considérablement les démolitions Mhm. et qui vont certainement plomber l'évolution de friches industrielles Ah vers oui. des terrains, voilà. Alors justement, en parlant de terrain, belle transition. Le sujet qui était à l'ordre du jour ces derniers temps, on a changé de métropole. Euh, Peut-être qu'on se dit qu'il y a peut-être une ouverture à ce sujet-là concernant des terrains agricoles qui à l'époque avaient pour projet peut-être de passer constructibles. Qu'en est-il? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que le changement de métropole va faire en sorte que ces terrains-là, qui étaient mis un peu en stand-by, vont se réactualiser, vont redevenir peut-être constructibles? Est-ce qu'à nouveau, on va pouvoir faire des parcs d'activité en première couronne lyonnaise? Alors, moi, je suis pas suffisamment politique pour avoir un jugement, mais je crois qu'il y a une volonté de la métropole, en tout cas la nouvelle équipe, de redynamiser le secteur économique, ce qui va à l'encontre un peu des préconisations des prédécesseurs. Donc, Mhm. je pense que oui, on va retrouver certainement des terrains constructibles. C'est sûr que, en tout cas, plus que ceux qu'on avait jusqu'à maintenant, quoi. Donc Mhm. voilà. Alors maintenant, le temps que ça va prendre, j'ai pas trop d'idées, mais effectivement, il y avait un vrai blocage là-dessus. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Exactement, ouais. On y croit, on y croit.
Sinon, autre sujet, la mixité des locaux. C'est vrai qu'on se rend compte que les modes de consommation ou les priorités, on va dire, des chefs d'entreprise sont en train d'évoluer, sont en train de changer. On tend vers une tertiarisation des locaux d'activité. Même nous, on a l'impression que les locaux sociaux prennent de plus en plus d'importance. Les salariés qui changent peut-être leurs priorités, on pense de plus en plus au bien-être. Qu'en est-il? Est-ce que vous vous rendez vraiment compte de ça? Est-ce que vous, les locaux d'activité, ont changé depuis 10, 15 ans? Est-ce qu'ils vont encore changer? Comment vous voyez la chose? Sur les locaux d'activité, et encore une fois, nous on est quand même beaucoup sur de la petite surface, on le voit un petit peu, mais on n'a pas affaire à une clientèle qui va forcément aller très loin dans des locaux pour le bien-être des salariés. Comme on peut le voir dans les bureaux, on a fait une opération de bureau d'Anvers où effectivement là j'ai pu voir que les sociétés, pour garder leurs salariés ou les attirer, mettaient beaucoup d'argent dans des lieux sociaux, de repos, de convivialité. Sur les parcs d'activité, on sent moins ça, mais néanmoins, il y a maintenant une part effectivement de locaux sociaux plus importante, les cafettes, etc. Enfin, pour que ça soit sympa, Hmm. si on sent un petit peu le sujet là. J'allais venir, les locaux sociaux sont en train de devenir un petit peu des locaux conviviaux, c'est-à-dire Ouais, alors locaux qu'effectivement, sociaux, quand on disait locaux sociaux, il y avait les vestiaires, etc. c'est vrai qu'à la Ça, base ça c'était change, ça. ça, oui, ça c'était ça à Hmm. la base. Bon, ça va pas trop changer. Il faudra toujours un endroit pour éventuellement si les gens Mhm. doivent se changer. Et les cafétérias, Mhm. etc. Pour déjeuner, oui, là maintenant, Ouais. on sent qu'il y a une volonté des dirigeants de donner quelque Mhm. chose. Voilà, on met souvent des petites terrasses en bois accessibles depuis ces locaux-là pour que les gens puissent aller se mettre au soleil quand il fait beau Mhm. ou boire leur café, fumer une cigarette. Je sais pas si on peut dire Mhm. qu'on peut favoriser de fumer une cigarette, mais C'est pas bien. on coupera. Bon, on est tolérant, Christophe. Non, mais c'est vrai que même dans les parcs d'activité, on se rend compte que les espaces verts sont de plus en plus occupés par les salariés. Vous mettez des tables de pique-nique, etc., pour que les gens puissent manger dehors le midi. On se rend compte aussi que on va de moins en moins souvent au resto parce que c'est de plus en plus cher. Aujourd'hui, on aime bien partager avec les collègues, manger ensemble, etc. Euh, Moi, c'est un peu l'impression que j'ai, c'est que ces salles de pause qui étaient avant des salles de réunion, salles de pause, maintenant on est plus du tout là-dedans. On est sur des vraies salles de réunion et on en vient à construire en plus des salles de pause, des salles de convivialité. Et on se rend compte que c'est de plus en plus important. Il y a ça. Et il y a aussi effectivement, on se rend compte que de plus en plus de bureaux font des petites salles de sport pour les salariés. On parle de douche. Je crois que chez CMC, vous aimez bien courir, etc. Eh vous avez vos douches. Et c'est vrai que c'est peut-être des priorités qu'on avait moins avant et qui sont de plus en plus importantes pour nous tous, en fait, tout simplement. Alors, je rebondis juste parce que les espaces verts, euh, enfin, on n'a pas fait tout de suite les espaces verts pour les salariés. Pour moi, ça a été une évolution un petit peu générale de dire, on fait des jolis parcs, c'est bien dessiné. Et moi, ça fait plus de 30 ans que je fais des parcs d'activité. Le lot espace vert, c'était le dernier lot, quoi. On faisait pas attention, Ah on ouais. mettait des petits Mm. arbres, on n'arrosait pas, il y avait des cailloux dans la terre. Maintenant, on fait un vrai effort parce que moi, je me suis aperçu que c'est quand même l'écrin du bâtiment. Hein. Donc, s'il y a un bâtiment qui a une belle architecture et qui est sur un fond moyen, un peu ringard ou bâclé, c'est pas Mm. pareil. Moi, j'aime C'est beaucoup clair. retourner voir mes opérations quelques années quand elles ont un peu vécu, que les arbres ont poussé, le gazon a poussé, il est vert. Moi, je trouve ça très sympa. Alors, Mm. effectivement, ça a rebondi sur les salariés parce que le salarié, il est content d'avoir, il peut peut-être avoir plus envie Oui. d'aller dans un endroit où il y a des espaces verts ou des tables Mm. de pique-nique ou un jeu de boules. Mais la première idée au départ, ouais, c'était plus lié à, on voulait séduire plus l'acheteur, le chef d'entreprise, Ah oui. en lui présentant un bâtiment pas trop mal fini dans un bel écrin de verdure. Mm. Et on regrette pas. Et c'est vrai que des beaux espaces verts, c'est quand même sympa. Ouais, et puis on se rend compte que l'objectif maintenant, c'est presque de draguer un petit peu le salarié, de le garder, parce que c'est une force importante et c'est bien. Je trouve que de tendre vers ça et d'avoir un bien-être au travail. Donc, c'est des Ah choses oui, oui, importantes à oui, prendre en compte. bien sûr. Ensuite, autre sujet qui fâche un petit peu, hein, on va parler de l'inflation, hein, de l'ensemble d'augmentation du coût des matières premières, d'augmentation de la vie. Comment chez CMC vous faites pour ne pas être impacté en termes de toutes ces hausses pour que le client final ne soit pas impacté sur son prix?
Comment faites-vous? Est-ce qu'il y a des leviers? Quelle est votre stratégie? Ben, disons qu'aujourd'hui, la hausse des prix, ben, on l'a subie. Donc nous, l'avantage qu'on a, c'est que comme on travaille, on est extrêmement fidèle à nos partenaires. Ben, ils essayent toujours de nous répercuter à minima les augmentations qu'ils ont. Donc ça, c'est lié à des années et des années de fidélité. Donc on n'a pas non plus, on prend pas des coups trop forts à chaque fois. Mmh. Et après la stratégie, ben, de toute façon, nous on suit le prix du marché, hein, donc Oui. chacun est à la même enseigne, chacun va payer sa charpente plus cher, son béton plus cher, son cuivre plus cher, appliquer les règles qui augmentent les épaisseurs d'isolant. Et donc aujourd'hui, nous sur les opérations de promotion qu'on fait, ben, moi je regarde toujours le prix de sortie qui est raisonnable pour que l'opération s'écoule, en collaboration avec les cabinets immobiliers évidemment. Et évidemment, ça peut changer suivant les secteurs. Et après, ben, il faut se débrouiller pour que ça marche. Il faut surtout ne pas acheter le terrain à un prix qui ne permette pas d'atteindre l'objectif de vente au prix du marché. Mmh. C'est pour ça que lorsqu'on me propose un terrain, Mmh. je regarde tout de suite son impact sur le prix de vente. Et si je sais pas vendre raisonnablement parce que le terrain est trop cher, je n'achèterai pas ce terrain. Ouais. Pour moi, c'est pas moi qui vais faire le prix de vente du marché, c'est le marché qui dicte Mmh. sa loi. Donc, C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, puisque c'est vrai qu'en ce moment, vu la rareté du foncier, bah, le peu de terrain qui reste, on va dire, même en deuxième, voire troisième cour lyonnaise, on se retrouve sur des prix assez élevés. Et en ce moment, c'est un sujet qui est compliqué, puisque, oui, mais celui qui va arbitrer, c'est l'utilisateur final. bien sûr, Dans quelle mesure l'utilisateur final est capable de payer plus cher, parce qu'à un moment donné, si quelqu'un veut un local qui est neuf, qui a une bonne allure, qui a une bonne architecture, et des espaces verts conviviaux, mmh, est-ce qu'il est prêt à payer plus cher, ou alors il reste là où il est dans son parc un peu plus obsolète? mmh, En fait, voilà, l'arbitrage, il se fait là. Donc, c'est sûr que les, mmh, les, les entreprises qui sont tendues, ben, ils vont avoir plus de mal à se diriger vers mmh. des produits plus chers. Bon, ceux qui ont de la marge de manœuvre parce qu'ils font des bons résultats, ben, ils écrêteront un peu leurs résultats, certainement, pendant des années, mais finalement, ils vont acquérir un produit qui sera à l'ordre du jour et qui aura encore une vraie valeur au bout de 10-12 ans quand il sera remboursé. Oui, c'est sûr. Donc voilà, je pense que si les gens peuvent se le permettre, il Mmh, faut pas hésiter à aller sur de l'immobilier un peu plus récent, un peu plus isolé, etc. mmh. Oui, sans compter en plus de ça les quelques avantages qu'il peut y avoir, comme des frais de notaire réduits, par exemple, quand on achète dans le neuf. Et effectivement, ce sont des locaux d'activité qui perdront pas de valeur, ça c'est sûr. Et vu la rareté du foncier et le fait qu'on on sait pas de quoi demain sera fait, effectivement, un client lambda qui va acheter un local d'activité aujourd'hui, je pense qu'il fera quand même malgré tout un bon placement. Et c'est des bâtiments qui forcément prendront quand même de la valeur. Donc, Ouais, surtout si l'isolation a été mmh, faite comme il faut du départ. Enfin voilà, mmh, il y a un certain nombre de sujets quand ils sont pris au départ, comme je dis souvent, le surcoût est faible. Alors mmh. que s'il faut revenir réisoler un bâtiment qui est mal isolé, c'est beaucoup plus compliqué. Ah, c'est sûr. Oui, parfois le prix de la restructuration et de la rénovation est Ah plus oui, cher oui, que le oui, coût du neuf. je confirme, hein, Ouais. la restructuration, quand on fait des rénovations en gardant quelques éléments, Mmh. euh, le peu qu'on garde finance les adaptations qu'on est obligé de faire, et on Mmh. n'a pas d'énormes économies, Ouais, hein. ouais. Donc, Puis on a bien compris qu'en tout cas, chez CMC, le but, c'est de garder le prix d'équilibre par rapport à vos marges, hein, forcément, et par rapport à cette hausse de toutes ces matières premières, bah, d'arriver à vendre encore à bon prix et tout en gardant votre prix faut d'équilibre. essayer de conserver, oui, la marge et que ça fonctionne, quoi. Mais nous, on va jamais faire un produit en se disant tac, 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 j'ai payé ça, ça, ça. Donc j'ai ça, je mets ma marge et j'ai mon prix en final en bas. Mmh. Non, ça marche pas, ça. Parce que si le prix il est 15% au-dessus du marché, il se vendra jamais. Ouais, Et, euh, bien et sûr. je pense que pour un promoteur, un des sujets quand même les plus cruciaux, c'est la commercialisation rapide. Plus un produit se commercialise rapidement, bah, plus on a des bonnes chances de conserver sa Mmh. marge ou de l'améliorer. Alors c'est qu'en plus, vous avez quand même un gros avantage, c'est que vous êtes capable de construire en blanc. Euh, vous n'avez pas besoin d'atteindre un certain pourcentage de pré-commercialisation pour pouvoir lancer les travaux. Et on sait que surtout sur les petites surfaces,
les prospects, les chefs d'entreprise ont besoin de se projeter. Et c'est vrai qu'un bâtiment construit est toujours plus facile à vendre qu'un bâtiment sur plan. Donc ça, c'est quand même un bel avantage aussi de votre côté. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché où on est, c'est-à-dire la petite surface, on s'aperçoit que le fait de pouvoir les démarrer en blanc nous donne un gros temps d'avance parce que c'est très très difficile d'obtenir 30% de précommercialisation et un Mmh, financement bancaire c'est sûr. du fait de cette population de petites entreprises qui ont une vision peut-être à 6 mois, 8 mois, voire un an, mais pas à 3 ans. Mhm. Donc, ils peuvent pas se permettre d'acheter ou de prendre une option sur un lot en espérant qu'il y aura 30% et puis que l'affaire va démarrer. Ouais. Donc, nous, on démarre en blanc et ce qui demande effectivement d'avoir des bons fonds propres. Et du coup, ben voilà, quand quelqu'un s'intéresse au produit, soit ils vont sur le produit qui est en cours de construction et pour lequel on peut lui donner un délai crédible. Dans 6 mois, vous serez dedans. Et puis, si vous voulez visiter ce que Mhm. l'on fait, on vous montre l'opération qu'on a fait à côté. Vous aurez la même chose. Donc, les gens, ils y croient et voilà, et ils s'engagent. Très Voilà. bien. Dernière petite question, Christophe. 2035, c'est dans pas si longtemps. On va dire dans une dizaine d'années. Comment seront les parts d'activité chez CMC ou ailleurs, mais surtout chez CMC? Est-ce que le parc sera réellement différent de celui d'aujourd'hui? Si oui, sur quel axe de développement s'orienter? On parle pas mal des panneaux photovoltaïques avec la loi climat qui est passée. Je crois que c'est pour des surfaces au-dessus de 500 mètres carrés maintenant. Sur les locaux d'activité, on doit installer du panneau photovoltaïque. Alors, il y a des bons et des mauvais côtés. Quels sont les avantages et les inconvénients et sur quel axe de développement peut-on arriver sur les parcs du futur finalement? Alors, j'ai un peu du mal à bien voir quelles vont être les grosses améliorations ou les gros changements sur les parcs d'activité. Je répète, on est toujours sur du lot de petite taille, nous, donc c'est une population, une clientèle bien spéciale par rapport à ça. Bon, est-ce qu'au finalement, on finira par faire du béton en charpente ou du bois? Peut-être qu'on y arrivera au final. Mhm. Maintenant, les panneaux photovoltaïques, ça fait un petit moment qu'on est dessus. Mhm. Je crois qu'on a eu les 5 ou 6 ans qu'on a mis nos premiers panneaux photovoltaïques. Donc maintenant, on est rodé à l'exercice, tant sur la charpente, les isolants, la pose des panneaux. Par obligation, on était obligé, on s'est collé à la faire. Maintenant, ce qui nous perturbe un peu, c'est que l'État, en tout cas EDF, change les règles en permanence. Alors, on est passé du rachat avec des contrats de longue durée qui sécurisait l'investissement, à on ne sait plus à quel prix. Donc aujourd'hui, on commence à être à peu près au point dans l'exécution de la pose de ces panneaux. Là, on se heurte voilà, à ce retournement du marché. C'est-à-dire qu'EDF ne veut plus racheter le courant aussi cher qu'il ne le rachetait avant. Donc on est un peu dans le zaï, mais moi j'ai la conviction que de toute façon il faut qu'on s'entête un petit peu et qu'on continue, qu'on persévère avec ces toitures, parce que maintenant qu'on connaît un petit peu la musique, même si on va certainement avoir 2 années avec moins de rentabilité, parce que je suis absolument persuadé que les années à venir vont déboucher sur une augmentation du prix de l'électricité qui mécaniquement va faire monter les prix de rachat. Mhm. Donc aujourd'hui, on continue à les faire, mais c'est vrai qu'on sait qu'on a 1 ou 2 ans où ça va être pas très rentable. Donc on le fait vraiment parce Euh, qu'on est obligé pour avoir nos permis, puisque c'est une obligation d'avoir soit une toiture végétalisée, soit du panneau alors photovoltaïque. j'allais y venir, toiture végétalisée, finalement on n'en voit pas souvent parce que ça demande quand même pas mal d'entretien. Pourquoi est-ce qu'on en parle si peu, ces toitures végétalisées? La première raison, elle est complètement économique, voire arithmétique. Vous avez vous avez la solution, le choix entre le panneau photovoltaïque qui vous coûte, mais qui vous rapporte. Vous avez la solution numéro 2, vous végétalisez votre toiture. Ça vous coûte moins cher que le voltaïque, mais ça Hmm. rapporte rien, Hmm. sauf qu'il faut entretenir. Donc ça Entretenir. coûte. Donc pour moi, c'est complètement Hmm. aberrant d'aller dépenser des surcoûts pour végétaliser une toiture, Hmm. alors qu'avec les panneaux Hmm. photovoltaïques,
malgré cette passe un peu compliquée, on peut rembourser Ouais. l'investissement. Sur- Donc moi, je me suis toujours dirigé cash direct vers ce qui me Hmm. paraissait le plus naturel. Oui, surtout que c'est vrai que vous disiez que sur les locaux d'activité, sur les parts d'activité, peut-être que l'utilisateur en petite surface consommera moins. Donc là, effectivement, vis-à-vis d'EDF, c'est plus compliqué vu qu'ils rachètent de moins en moins cher. Maintenant, sur les bâtiments clés en main, et vous en faites souvent aussi, là, on part sur des toitures photovoltaïques et on peut rentrer directement en autoconsommation pour l'utilisateur. Et là, c'est un vrai plus pour lui. Alors là, là, oui, j'allais le dire. Bon, comme on a beaucoup parlé des parcs et que ça représente 70 à 80% de notre activité, j'ai pas trop parlé des clés en main. C'est vrai que pour un clé en main, 500 mètres de bureau, 2000 d'atelier, la toiture équipée en panneaux solaires, bah, c'est évident que le client qui va acquérir ces panneaux solaires, il va payer son électricité très peu cher. Enfin, il va autoconsommer, c'est Mhm. très très intéressant pour lui. Là, Mhm. il va assez vite retomber sur ses pieds au niveau de l'investissement, ça c'est sûr. Mhm. Dans les parcs, c'est plus compliqué parce que ces petits clients consomment peu. C'est des petits bureaux, les ateliers sont pas chauffés, ça Mhm. climatise un petit peu l'été, mais sans plus. Donc il n'y a pas une grosse consommation parce que sur une toiture de parc, on produit beaucoup d'électricité quand même. Donc là, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que le rachat par EDF était vraiment crucial. Bon, on va attendre que tout ça, que ces conditions remontent et soient meilleures. Mhm. Et pour aller avec la tertiarisation des locaux, bon, l'avantage, c'est que vous faites des locaux d'activité à grande hauteur, parce qu'on est sur en moyenne 6 mètres, 6 mètres 50, ce qui permet de pouvoir, s'il faut, agrandir les mezzanines et pouvoir justement prévoir une croissance et avoir peut-être une salle de pause, de pause supplémentaire, etc. Donc ça, on en vient à cette évolution constante des besoins des salariés. Donc ça, c'est une bonne chose aussi de faire de la hauteur dans les locaux d'activité. Euh, et ensuite, on parle aussi pas mal de plus en plus de bornes de recharge. Donc, on laisse maintenant des places de stationnement avec des fourreaux pour les véhicules électriques. On va en avoir de plus en plus, ce qui nécessite d'avoir une borne de tarif jaune sur le parc d'activité. Donc, un tarif jaune, c'est un tarif supérieur à du tarif bleu que vous installez classiquement. C'est aussi un axe de développement de votre côté, puisque bientôt, beaucoup de flottes seront en électrique. Donc, qui dit électrique dit aussi tarif jaune, plus de puissance électrique. Oui, la recharge des voitures, ça prend beaucoup de puissance. Donc c'est évident que ça peut être un intérêt sur les parcs si l'opération continue à se durcir avec EDF. Ça peut être une solution d'autoconsommer à condition que effectivement il y ait des véhicules à recharger. Mhm. Parce que là, à ce moment-là, on pourra épuiser le courant qui est produit et ça peut représenter une économie. Donc c'est ouais, c'est bien possible que dans le futur, on vienne irriguer un tarif jaune qui redistribuera aux gens du parc pour charger les voitures. D'autant qu'en général, tout le monde charge un peu en même temps. Donc, Oui. parce que les gens qui n'ont pas forcément une borne chez eux, bah, ils vont charger au bureau. Mhm. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est encore un peu timide, mais oui, on va assister certainement. Il va y avoir des mouvements par rapport à ça. Et ça peut effectivement relégitimer pendant la période où justement les prix de rachat sont trop bas, ça peut relégitimer ces panneaux, Mhm. la pose de ces panneaux Ah ouais. photovoltaïques, quoi. Ouais, effectivement. Ok, dernier élément, c'est vrai que le parc d'activité 2015, on va dire, était différent de celui d'aujourd'hui, qui sera sûrement différent de celui de 2035. Il y a aussi un élément à prendre en compte, c'était les locaux d'activité avant étaient constamment aménagés en termes de bureaux, locaux sociaux, justement, on en parlait. Maintenant, on se retrouve avec des parcs d'activité qui sont vendus bruts, fluides en attente. On se rend compte que l'artisan ou l'entrepreneur qui va acheter ces locaux d'activité, on va dire de petite surface, vers 200-250 mètres carrés, a plutôt tendance à vouloir faire ses bureaux soi-même, soit lui, soit dans son entourage, dans son réseau, et qu'au final, le prix d'achat sera un prix moins élevé pour lui. Ça, c'est ce que vous avez déduit assez rapidement, finalement, que... Bah, sur la pression un peu des commercialisateurs, Ouais. parce que je pense que c'est plus facile pour un commercialisateur de vendre un local brut en donnant une enveloppe d'aménagement des locaux Hmm. que d'imposer le local aménagé.
D'autant qu'on sait que les aménagements peuvent varier suivant les clients. Certains veulent des bureaux en étage ou pas. Donc, je pense que ça donne plus de souplesse et plus de facilité pour commercialiser donc ces lots. Nous, après, on peut répondre à l'aménagement. On s'aperçoit que souvent, les gens ont toujours l'impression que le promoteur est connoté quelqu'un de cher, alors que, comme j'ai dit tout à l'heure, on est dans la construction, nous, donc on sait très bien faire l'aménagement. Et bon, on en attrape un sur deux. Mhm. Et voilà, souvent les clients pensent pouvoir mieux se débrouiller tout seul. On a des retours Ouais. que souvent ils regrettent, mais bon. Ouais, mais après vous proposez à la carte aussi, Voilà, donc voilà, non, ouais, non, on propose à la carte, ouais, voilà. Mais ça permet de faire baisser le prix c'est ça. facial, Mm. voilà. Et donc ça rassure un peu le client, voilà. Très bien. Bon, en tout cas, on se rend compte que malgré tout, bah, depuis 2015, finalement, ça a évolué et que ça tend encore à évoluer, hein, de par tout ce qu'on vient d'expliquer et que il y a des tas de sujets à prendre en compte par rapport, que ce soit à notre planète, à toutes ces consommations dont on vient d'évoquer, et répondre aux besoins constants de nos clients finalement et qui sont de plus en plus euh, proches d'un bien-être, que ce soit de leurs salariés et d'un bien-être aussi de la planète. Donc voilà, faut pouvoir évoluer avec son temps et s'adapter. Donc en tout cas, Christophe, merci beaucoup. Il est déjà temps de conclure. Merci pour ces nombreux éclairages sur des sujets d'actualité et qui sont bien en vogue en ce moment. Donc un grand merci. Peut-être que je peux vous laisser dire un dernier mot si vous le souhaitez. Je sais pas, déjà, on se reverra dans 10 ans déjà pour faire le point sur Là, on ces a parcs parlé de d'activité-là. 2035, hein, donc 2035. non, mais moi simplement ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai qu'on a parlé du bien-être des collaborateurs et justement, avec les parcs d'activité, j'espère qu'on permet aux entreprises d'aller dans ce sens-là, parce qu'on passe tellement de temps au boulot que c'est bien C'est clair. si on peut y aller avec plaisir. Bon, en tout cas, on espère encore de nombreux parcs d'activités CMC dans l'avenir. Hein. Je crois qu'il y a encore pas mal de projets en cours, Ouais, ouais, donc si c'est j'ai loin du d'être terrain, fini. j'en ferai là Ouais, jusqu'à ouais, bah écoute, jusqu'à tout on ça. sera à l'écoute. On va essayer d'aller dénicher encore des perles rares et elles existent encore de temps en temps. Donc on va essayer de bien s'attacher à ça. En tout cas, encore merci Christophe. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était le deuxième épisode de notre podcast Mur Porteur. À très bientôt.